Ma sœur m'a dit, reste hors du cadre, tu fais tâche. Elle ne savait pas qu'elle se mariait dans mon hôtel, ni que je venais de virer son futur mari. Ma sœur m'a regardé avec ce sourire que je ne connaissais que trop bien. Un sourire mélangeant pitié et dégoût. Nous étions au milieu de la salle de bal étincelante de l'hôtel Orchidée, entourés de l'élite de Bordeaux. Je portais une robe simple, peut-être un peu froissée par le voyage, mais digne. Elle s'est penchée vers moi, sa voix aussi tranchante qu'un scalpel, et a chuchoté. Tu sais, Manon, tu devrais vraiment te mettre hors du champ. Les pauvres, ça fait tache sur les photos de mariage. À cet instant précis, elle pensait avoir le pouvoir. Elle pensait être la reine de la soirée, la future épouse du chef étoilé de cet établissement prestigieux. Ce qu'elle ignorait, c'était que l'hôtel lui appartenait pas. Il m'appartenait. Et ce qu'elle ignorait encore plus, c'est que 5 minutes plus tôt, j'avais décidé de détruire son petit monde parfait. Bonjour à tous, je suis Manon. Avant de vous raconter comment j'ai transformé la pire humiliation de ma vie en une victoire éclatante, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Êtes-vous à Paris, à Montréal, ou peut-être ailleurs? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, j'adore lire vos réponses. Tout a commencé il y a 10 ans, le jour où notre grand-mère Margot nous a quittés. C'était une journée grise et pluvieuse dans le Dordogne, le genre de temps qui colle à la peau et à l'âme. Nous étions assis dans le bureau du notaire, une pièce sombre qui sentait la poussière et le vieux papier. Mes parents, Bernard et Valérie, se tenaient droits comme des piquets, encadrant ma sœur aînée, Chloé. Chloé, l'enfant prodige, la beauté de la famille, celle qui avait réussi à quitter notre campagne pour la ville. Et puis il y avait moi, Manon, 22 ans, celle qui restait dans l'ombre, celle qui aimait trop la terre et pas assez les paillettes. Le notaire a ajusté ses lunettes et a commencé la lecture. Pour Chloé, ma grand-mère léguait l'intégralité de ses bijoux, une collection accumulée sur toute une vie, ainsi que la somme de 50 000 € en liquide. Mes parents ont soupiré de soulagement. Chloé a étouffé un petit cri de joie, ses yeux brillaient déjà en imaginant les boutiques de luxe de Bordeaux. C'était une somme considérable pour démarrer une vie. Puis, le notaire s'est tourné vers moi. À ma petite fille Manon a-t-il lu d'une voix monotone, je lègue le domaine de Vieux-Chêne. Un silence lourd est tombé dans la pièce. Le Vieux-Chêne. Ce n'était pas un château de contes de fées. C'était une ruine. Un tas de pierres du XVIIIe siècle envahi par le lierre, avec une toiture effondrée et des dettes fiscales qui s'accumulaient depuis des décennies. C'était un cadeau empoisonné. Ma pauvre chérie, a dit ma mère en sortant du cabinet, sans même me regarder dans les yeux. Au moins, tu auras un toit, enfin, si tu arrives à le réparer avant qu'il ne t'écrase. Chloé a ri, un rire cristallin et cruel. Tu pourras toujours y élever des chèvres, Manon. Ça te va si bien, la boue. Ils sont partis dans la voiture neuve de mon père, direction Bordeaux, pour fêter l'héritage de Chloé. Moi, je suis restée là, sous la pluie, avec une clé rouillée dans la main et un sentiment de solitude si profond qu'il me coupait le souffle. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de soutien. Je n'avais que ces vieilles pierres que tout le monde méprisait. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que grand-mère Margot m'avait laissé quelque chose de bien plus précieux que l'argent, elle m'avait laissé sa vision. Elle m'avait toujours dit que ce lieu avait une âme. Et ce jour-là, sous l'averse, j'ai juré que je ferais mentir ma famille. Ils voyaient une ruine. Moi, je voyais un empire. Mais je savais que le chemin serait long et que je devrais le parcourir seul. Les mois qui ont suivi ont été les plus durs de ma vie. Je vivais dans une caravane délabrée installée dans la cour du Vieux-Chêne, car l'intérieur de la bâtisse était trop dangereux. L'hiver dans le Dordogne est impitoyable. L'humidité pénétrait mes os et mes mains étaient constamment gercées, couvertes de coupures et de callosités. Pendant que Chloé dépensait son héritage en voyage aux Maldives et en sacs de créateurs, je travaillais de nuit comme serveuse dans un relais routier pour payer les matériaux. Le jour, je devenais maçon, charpentier, paysagiste. J'ai appris à gâcher du mortier, à tailler la pierre calcaire, à restaurer des poutres vieilles de 3 siècles. Chaque pierre que je posais était une réponse silencieuse au mépris de ma famille. Tu perds ton temps, me disait mon père lors de ses rares appels téléphoniques. Vends ce tas de cailloux pour une bouchée de pain et trouve-toi un vrai travail, comme ta sœur. Chloé, elle, travaillait maintenant dans l'événementiel à Bordeaux. Un travail prestigieux, disait ma mère. Elle organisait des soirées pour des gens riches, dépensant de l'argent qu'elle n'avait pas pour paraître à sa place. Mais la roue a fini par tourner.
Lentement, mais sûrement. 3 ans après la mort de ma grand-mère, j'ai ouvert 2 chambres d'hôtes dans l'aile ouest restaurée. Je n'avais pas d'argent pour la publicité, alors j'ai tout misé sur l'expérience. J'offrais un luxe authentique, le silence, la beauté brute de la pierre, la cuisine du terroir que j'avais apprise auprès des anciens du village. Les premiers clients sont arrivés, des Parisiens stressés en quête de déconnexion. Ils sont tombés amoureux. Le bouche à oreille a fait le reste. Le jardin secret, comme j'avais rebaptisé le domaine, est devenu l'adresse que l'on se chuchote entre initiés. En 5 ans, j'affichais complet 2 ans à l'avance. Avec les bénéfices, je n'ai pas acheté de voiture de sport. J'ai réinvesti. J'ai acheté un vieux moulin à l'abandon, puis une maison de maître en ville. J'ai créé l'Héritage, un groupe hôtelier spécialisé dans les lieux d'exception. J'avais un don, apparemment. Le don de voir de l'or là où les autres ne voyaient que de la poussière. Il y a 2 ans, j'ai réalisé mon plus gros coup, l'acquisition de l'hôtel Orchidée à Bordeaux. C'était une institution vieillissante, au bord de la faillite. Je l'ai racheté via ma société holding, Groupe M, dont le visage public était Pierre, l'ancien gestionnaire de patrimoine de ma grand-mère, un homme de 60 ans, élégant et fidèle, qui était devenu mon mentor et ma seule véritable famille. Pour le monde extérieur, et surtout pour ma propre famille, je n'étais qu'une petite propriétaire de gîtes ruraux qui vivait chichement. Pourquoi ce secret? Parce que je connaissais mes parents et ma sœur. S'ils avaient su que je brassais des millions, ils auraient été là, la main tendue, exigeant leur part de gâteau qu'ils n'avaient pas aidé à cuisiner. Je voulais être aimé pour qui j'étais, pas pour ce que je possédais. Je continuais à rouler dans mon vieux utilitaire Citroën, pratique pour transporter des antiquités. Je m'habillais simplement, privilégiant le confort des vêtements de lin et de coton aux marques ostentatoires. Quand je rendais visite à mes parents à Noël, ils me regardaient avec cette même pitié condescendante. « Regarde-toi » disait ma mère en lissant sa jupe en polyester. 30 ans passés et toujours célibataire, toujours à bricoler dans ta campagne. Prends exemple sur Chloé. Elle sort avec un chef de cuisine très important, tu sais. Oui, je savais. Julien. Un homme arrogant que j'avais moi-même validé lors du processus d'embauche à l'Orchidée, bien qu'il ne m'ait jamais vu. Pierre m'avait dit qu'il avait du talent, mais un ego surdimensionné. Je ne savais pas alors que le destin allait faire se croiser ma vie professionnelle secrète et ma vie familiale désastreuse de la manière la plus explosive qui soit. Mon téléphone a vibré un mardi matin alors que j'étais en train de tailler mes rosiers. C'était Chloé. Elle ne m'appelait jamais, sauf quand elle avait besoin de quelque chose. J'ai essuyé mes mains terreuses sur mon tablier et j'ai décroché. Allô, Manon? C'est Chloé, sa voix était aiguë, pressée, sans la moindre trace de chaleur fraternelle. Écoute, j'ai une grande nouvelle. Julien m'a demandé en mariage. Félicitations, ai-je répondu sincèrement. Malgré tout, c'était ma sœur. Je suis contente pour toi. Oui, bon, c'est merveilleux, évidemment. Mais on a un souci. On veut organiser les fiançailles et le mariage à l'Orchidée. Tu sais, là où Julien travaille. C'est le seul endroit à la hauteur de notre standing à Bordeaux. Elle a marqué une pause et j'ai entendu le calcul dans son silence. Le problème, c'est que la direction est radine. Même avec la réduction employée de Julien, ça reste hors de prix. Et papa et maman, bon, ils ont aidé comme ils pouvaient, mais ce n'est pas assez. Je suis restée silencieuse, attendant la suite inévitable. On s'est dit, toi, tu n'as pas de dépenses, non? Tu vis toute seule dans ton trou perdu, tu ne sors pas, tu n'as pas d'enfant. Tu dois avoir de l'argent de côté avec tes petits gîtes. On pensait que tu pourrais contribuer. C'est pour ta seule sœur, après tout. La demande était si grossière, si dénuée de tact, que j'ai failli rire. Elle ne me demandait pas d'être sa demoiselle d'honneur. Elle me demandait d'être son chéquier. Combien? Ai-je demandé, ma voix neutre. Oh, pas grand-chose. Juste de quoi couvrir la location de la salle de bal et le traiteur pour les fiançailles. Disons, 5 000 € pour commencer? 5 000 €. Pour commencer. C'était une somme qu'elle demandait comme si c'était 20 € pour un taxi. Je ne peux pas te donner 5 000 € comme ça, Chloé, ai-je répondu calmement. L'argent de l'entreprise est réinvesti. Réinvesti? Elle a pouffé de rire. Dans quoi? De la paille pour tes chèvres?
Allez, Manon, ne sois pas égoïste pour une fois. Julien est un chef important, il a une image à tenir. Si on fait ça dans une salle des fêtes municipales, il sera la risée de la profession. Tu veux que ta sœur soit humiliée? L'ironie de la situation me brûlait les lèvres. Julien travaillait pour moi. L'hôtel était à moi. Je pourrais leur offrir tout le mariage d'un claquement de doigts sans même sentir la dépense. Mais c'était leur attitude. Cette certitude que tout leur était dû. Je vais voir ce que je peux faire, ai-je fini par dire, pour écourter la conversation. Je connais peut-être des gens qui peuvent t'aider pour les tarifs. Ouais, c'est ça. Tes contacts de paysans ne nous serviront à rien à l'orchidée, Manon. Envoie juste l'argent si tu peux. Allez, bisous. Elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone, l'écran noir reflétant mon visage impassible. Il ne changeait jamais. Pour eux, je n'étais qu'une ressource à exploiter ou un échec à cacher. Mais une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée dangereuse. J'allais aller à Bordeaux. J'allais voir de mes propres yeux qui était vraiment ce Julien, et comment ma famille me traiterait si je me présentais sur leur terrain. Le week-end suivant, j'ai pris la route pour Bordeaux. J'ai garé mon utilitaire poussiéreux devant l'appartement que mes parents louaient pour Chloé dans le quartier des Chartrons. Quand je suis entrée, l'ambiance était fébrile. Julien était là. C'était un homme grand, assez beau, mais avec quelque chose de fuyant dans le regard et une bouche qui semblait figée dans une moue de dédain perpétuel. Ah, voilà la fermière, a lancé mon père en guise de salutation, un verre de vin à la main. Tu as réussi à trouver la ville sans GPS? Bonjour papa, bonjour maman, j'ai embrassé mes parents, qui se sont laissés faire mollement. Chloé ne s'est même pas levée du canapé, trop occupée à scroller sur son téléphone. C'est donc toi, la fameuse Manon, a dit Julien en m'examinant de la tête aux pieds. Il portait une montre Rolex au poignet qui brillait sous le lustre. Je savais, grâce au rapport de Pierre, qu'il avait demandé une avance sur salaire le mois dernier. Chloé m'a dit que tu jouais à l'hôtelière dans la boue. Je gère des maisons d'hôtes, oui, ai-je rectifié poliment. Enchanté, Julien. J'ai beaucoup entendu parler de ta cuisine. Ma cuisine est de l'art, a-t-il répondu sans une once d'humilité. Ce soir, je vous prépare un dîner. Mais ne t'attends pas à du ragoût de porc. On parle de gastronomie, ici. Le dîner fut un supplice. Julien nous a servi un risotto aux truffes. Dès la première bouchée, j'ai su. Les truffes étaient de qualité médiocre, probablement des brisures industrielles, mais il les présentait comme des diamants noirs du Périgord. En tant que propriétaire de l'Orchidée, je connaissais nos fournisseurs. Je savais exactement ce que l'hôtel commandait. Et je savais que ce qu'il y avait dans mon assiette ne venait pas de nos cuisines, ou alors, c'était le rebut. C'est divin, mon chéri, s'est exclamée ma mère. Manon, tu n'as jamais rien mangé d'aussi raffiné, n'est-ce pas? J'ai avalé ma bouchée difficilement. C'est intéressant. Le goût de l'huile de truffe est très prononcé. Julien a lâché sa fourchette avec bruit. L'huile? Tu oses parler d'huile? C'est de la truffe fraîche, ma pauvre fille. Mais bon, venant de quelqu'un qui doit manger des conserves tous les soirs, je ne suis pas surpris que tu n'aies pas le palais pour apprécier. Julien a travaillé chez les plus grands, a renchéri Chloé. Il va bientôt être promu chef exécutif, n'est-ce pas mon cœur? C'est quasiment fait, a menti Julien avec aplomb. Je savais pertinemment que Pierre, mon directeur, envisageait de le licencier pour son attitude toxique envers les commis, mais qu'il attendait mon feu vert. Et toi, Manon, a demandé mon père. Toujours pas de mari à l'horizon? Pas d'ambition d'agrandir ton petit business? Je m'en sors bien, ai-je dit doucement. J'ai quelques projets. Des projets de réparation de toiture, j'imagine, a ricané Chloé. Sérieusement, Manon, regarde-toi. Tes mains sont horribles. Tu ne portes aucun bijou. Tu fais, vieille fille. Tu nous fais honte, parfois. Si tu viens aux fiançailles, par pitié, achète une robe correcte. Je ne veux pas que les invités de Julien pensent qu'on a de la famille dans le besoin. J'ai regardé autour de la table. Ma mère hochait la tête en signe d'approbation. Mon père se resservait du vin en m'ignorant. Julien me regardait avec un mépris amusé. Ils étaient ma famille, mais je me sentais comme une étrangère, une intruse tolérée uniquement parce qu'ils espéraient que je signe un chèque.
J'ai senti une boule se former dans ma gorge, non pas de tristesse, mais de colère froide. Il jugeait ma valeur à l'apparence de mes mains et à l'étiquette de mes vêtements. Il ne voyait pas la femme qui dirigeait une entreprise de plusieurs millions d'euros. Il ne voyait que ce qu'il voulait voir, le vilain petit canard. C'est à ce moment-là que je me tourne vers vous. Si vous étiez à ma place, assis à cette table, insulté par votre propre sang, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous explosé de colère et révélé la vérité sur le champ? Ou auriez-vous attendu, comme moi, le moment parfait pour frapper? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec une résolution d'acier. Ils voulaient de l'argent? Ils allaient en avoir. Mais pas de la manière dont ils l'imaginaient. Le lundi matin, j'ai appelé Pierre depuis mon bureau sécurisé au Vieux-Chêne. Pierre, je veux que tu appelles Julien et Chloé. Dis-leur que la direction de l'Orchidée a décidé, à titre exceptionnel, d'offrir la gratuité totale pour leur fête de fiançailles et une remise de 90% sur le mariage. Il y a eu un silence au bout du fil. Madame. Manon, êtes-vous sûre? Julien est sur la sellette. Ses rapports de coût-nourriture sont incohérents depuis des mois. Lui offrir ça? Fais-le, Pierre. Dis que c'est une sorte de loterie interne. Ou une prime de performance. Trouve une excuse. Mais je veux que ce soit moi qui signe tout. Je veux que chaque bouchée qu'ils avalent, chaque gorgée de champagne qu'ils boivent, vienne de ma poche. Et je veux que mon nom n'apparaisse nulle part pour l'instant. C'est une somme considérable, Manon. Plus de 40 000 € au total. Je sais. Considère ça comme un investissement en recherche et développement. Je veux voir jusqu'où ils peuvent aller dans l'ingratitude. Pierre a soupiré, mais il a accepté. 1 heure plus tard, mon téléphone sonnait. C'était Chloé. Manon. Tu ne devineras jamais, hurlait-elle. L'hôtel nous offre tout. Tout. C'est incroyable. Julien est tellement génial que la direction a décidé de le récompenser. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un talent pareil. Tu te rends compte? C'est super, Chloé, ai-je répondu. Donc, tu n'as plus besoin de mon aide financière? Oh, ne sois pas radine. Puisque tu n'as plus à payer pour la salle, tu pourrais m'acheter ma robe de mariée? J'en ai vu une chez Dior. C'est juste 8 000 €. J'ai fermé les yeux, inspirant profondément. On verra, Chloé. On verra. Bon, en tout cas, pour les fiançailles samedi prochain, tu viens toujours? Essaie de faire un effort, d'accord? Julien a invité des critiques gastronomiques. Ne nous fiche pas la honte. J'ai raccroché doucement. Le piège était en place. J'avais payé pour la scène, les lumières et les acteurs. Il ne manquait plus que le dénouement. J'allais leur donner exactement ce qu'ils demandaient, la vérité. Mais la vérité a un prix, et ils allaient bientôt découvrir qu'ils n'avaient pas les moyens de se l'offrir. Le soir des fiançailles est arrivé. L'orchidée était resplendissante. J'avais personnellement veillé, via Pierre, à ce que les décorations soient parfaites. Des lys blancs, des nappes en satin, un orchestre de jazz. Tout était d'un goût exquis, exactement ce que Chloé voulait, payer avec l'argent qu'elle méprisait. Je suis arrivée un peu en retard. J'avais choisi une robe bleu nuit, en soie sauvage. C'était une pièce unique d'un créateur japonais, d'une coupe minimaliste mais d'une valeur inestimable pour qui s'y connaissait. Mais je savais que pour ma famille, l'absence de logo brillant signifiait bon marché. En entrant dans la salle de bal, j'ai senti les regards. Pas d'admiration, mais de curiosité. Qui était cette femme seule qui marchait la tête haute? Chloé m'a repéré immédiatement. Elle a traversé la salle, sa robe à paillettes scintillant agressivement sous les lustres. Elle était accompagnée d'Océane, sa demoiselle d'honneur et meilleure amie, une fille aussi superficielle qu'elle. « Tu es là » a dit Chloé sans sourire. Elle m'a scanné. « C'est ça ta robe ?» On dirait un sac à patates. « C'est du lin ?» C'est de la soie, Chloé, ai-je répondu calmement. « Mouais. » Ça fait très artisanal. Bref, essaie de ne pas trop parler aux gens importants. Le directeur général du groupe doit passer ce soir, on ne l'a jamais vu, c'est un grand mystère. Julien est super stressé.
Océane a ricané, un verre de vin rouge à la main. C'est elle, la sœur fermière? C'est vrai qu'elle a un côté rustique. Alors qu'elle se tournait pour partir, Océane a trébuché. Je mets des guillemets car j'ai vu son pied pivoter délibérément. Le contenu de son verre s'est déversé intégralement sur le devant de ma robe bleu nuit. Une tache sombre, immense, s'est étalée sur la soie précieuse. Oups, s'est exclamé Océane avec un faux air désolé qui cachait mal son amusement. Désolée. Je suis tellement maladroite. J'ai senti le liquide froid traverser le tissu et toucher ma peau. Autour de nous, quelques invités ont octé. J'attendais que ma sœur prenne ma défense. J'attendais qu'elle s'inquiète pour moi. Chloé a regardé ma robe, puis son visage s'est tordu de colère. Elle s'est tournée vers moi. Putain, Manon. Tu ne peux pas faire attention? Tu as fait tomber Océane. Et regarde-toi maintenant. Tu es dégueulasse. Tu ne peux pas rester ici comme ça, tu vas faire fuir les invités. Elle m'a renversé son verre dessus. Chloé, ai-je dit, ma voix tremblante de rage contenue. Je m'en fous. Va te nettoyer. Ou mieux, va te cacher. Va aux cuisines, demande du sel ou de l'eau gazeuse, je ne sais pas. Mais disparais de ma vue tant que tu ressembles à une souillon. Elle a pris le bras d'Océane et elles sont parties en riant, me laissant là, trempée et humiliée au milieu de mon propre hôtel. C'était le moment de bascule. Si j'avais encore un doute, une once de pitié pour elle, elle venait de s'évaporer avec le vin rouge sur ma robe. J'ai relevé la tête. Va aux cuisines, avait-elle dit. Très bien. J'allais aller aux cuisines. Et ce que j'allais y trouver allait signer leur perte. Je connaissais les plans de l'hôtel par cœur, même si je n'y avais jamais mis les pieds en tant que Manon la sœur. J'ai emprunté le couloir de service, croisant des serveurs qui ne me prêtaient aucune attention. En poussant les portes battantes des cuisines, le bruit et la chaleur m'ont frappé. C'était le coup de feu. Je me suis dirigée vers un évier dans un coin pour tenter d'éponger ma robe. Personne ne m'a remarqué, trop occupé à courir. C'est alors que j'ai entendu la voix de Julien. Il n'était pas en salle avec sa fiancée. Il était dans la chambre froide, dont la porte était entr'ouverte, juste à côté de moi. « Écoute-moi bien, espèce d'idiot » hurlait Julien. « Je t'ai dit de charger 2 caisses de champagne Dom Pérignon et le foie gras dans ma voiture. Pas dans le stock de l'hôtel. » « Mais chef, » répondait une voix timide, sans doute un jeune commis. « C'est l'inventaire pour le mariage de la semaine prochaine. Si je les sors, tu fais ce que je te dis. Je suis le chef ici. C'est moi qui décide. Et si tu ouvres ta gueule, je te vire pour vol. Tu sais que j'ai le bras long. Je dirai à tout le monde que tu es incompétent. » Je me suis figée, l'eau froide coulant toujours sur mes mains. Ce n'était pas juste de l'arrogance. C'était du vol qualifié. Julien volait les stocks de l'hôtel ou de mon hôtel pour son usage personnel ou pour la revente, et il intimidait son personnel pour qu'il devienne complice. J'ai sorti mon téléphone discrètement. Je me suis rapprochée de l'entrebâillement de la porte. « Allez, bouge-toi » a continué Julien. « Et n'oublie pas les truffes. Celles de la semaine dernière, je les ai vendues une fortune à ce bistrot du centre. Ce soir, c'est ma fête, tout le monde pense que c'est l'hôtel qui régale, alors on peut se servir. La direction est trop stupide pour voir la différence. » J'ai appuyé sur enregistrer. J'ai capturé 30 secondes de confession pure et simple. Vol, intimidation, abus de pouvoir. C'était suffisant pour un licenciement pour faute grave, immédiat et sans indemnité. Il est sorti de la chambre froide en s'essuyant les mains sur son tablier immaculé, un sourire suffisant aux lèvres. Il ne m'a pas vu, caché derrière une étagère de casseroles. Il est retourné en salle pour jouer le rôle du fiancé parfait. J'ai arrêté l'enregistrement. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais d'adrénaline. J'avais l'arme du crime. J'ai regardé ma robe tachée. Elle ne me dérangeait plus. Elle était devenue mon uniforme de combat. J'ai envoyé le fichier audio à Pierre avec un simple message. Prépare les papiers de licenciement. Maintenant. Puis, je suis retournée dans la salle de bal. Le spectacle allait commencer. Quand je suis revenue dans la salle, l'ambiance était à son comble.
Le photographe rassemblait la famille pour les portraits officiels devant une magnifique arche florale, qui m'avait coûté 3000 euros. Mes parents rayonnaient, tenant le bras de Julien comme s'il était le Messie. Chloé posait, menton levé, reine de son petit royaume illusoire. « Manon! Manon, viens !» a crié ma mère en me voyant. Pour une fois, elle semblait vouloir m'inclure. J'ai avancé vers eux. Peut-être ai-je pensé naïvement, peut-être qu'au moment de fêter l'union de la famille, ils allaient enfin m'accepter tel que je suis. Je me suis approché du groupe. Le photographe, un homme gentil, a fait signe, la sœur de la mariée, s'il vous plaît, mettez-vous à côté de madame. J'ai fait un pas pour me placer à côté de Chloé. Mais dès que je suis arrivé à sa hauteur, elle a pivoté vers moi. Son sourire s'est figé, ne laissant voir que ses dents serrées. Elle m'a attrapé par le bras, ses ongles s'enfonçant douloureusement dans ma chair, et m'a tiré légèrement en arrière, hors du champ de l'objectif. Elle s'est penchée à mon oreille, et c'est là qu'elle a prononcé la phrase qui a scellé son destin. La musique jouait, les gens riaient, mais pour moi, le temps s'est arrêté. Manon a-t-elle sifflé, sérieusement, regarde ta robe. Cette tache, c'est immonde. Tu ne vas pas gâcher ma photo officielle avec ton allure de souillon. Reste hors du cadre. Les pauvres, ça fait tache sur les photos de luxe. Va t'asseoir au fond, là où on ne te voit pas. Les pauvres. Ça fait tache. Les mots ont résonné dans mon crâne comme un coup de gong. J'ai regardé mes parents. Ils avaient vu la scène. Ils avaient vu Chloé me repousser. Et ils n'ont rien dit. Mon père a juste ajusté sa cravate. Ma mère a continué de sourire à l'objectif. Ils étaient complices. Complices de mon exclusion, complices de mon humiliation. Quelque chose s'est brisé en moi. Mais ce n'était pas mon cœur. C'était ma patience. 30 ans de silence. 30 ans à essayer d'être assez bien pour eux. 30 ans à accepter les miettes d'affection qu'ils daignaient me jeter. C'était fini. Je me suis dégagée de la poigne de Chloé. J'ai reculé, non pas pour me cacher, mais pour prendre de l'élan. J'ai vu Pierre entrer par la grande porte au fond de la salle. Il me cherchait du regard. Nos yeux se sont croisés. J'ai fait un signe de tête imperceptible. Il a compris. Il est monté sur l'estrade où l'orchestre jouait, a fait signe aux musiciens d'arrêter. Le silence s'est fait progressivement dans la salle. Julien et Chloé se sont tournés vers lui, ravis. Ils pensaient que c'était le discours de félicitations de la direction. Mesdames et messieurs, a commencé Pierre, sa voix portant sans effort grâce au micro. Excusez cette interruption. Je suis Pierre Delacroix, le directeur général du groupe M, propriétaire de cet hôtel. Un murmure d'excitation a parcouru la foule. Chloé a serré le bras de Julien, extatique. C'est lui, a-t-elle chuchoté assez fort pour que je l'entende. Il vient sûrement annoncer ta promotion. Nous avons une tradition chez Groupe M, a continué Pierre. Celle de l'excellence et de l'intégrité. Et ce soir, je suis ici pour honorer la personne qui rend tout cela possible. La véritable propriétaire de l'Orchidée et de 4 autres établissements de prestige en France. Chloé a froncé les sourcils, confuse. La propriétaire ? Je croyais que c'était un fonds d'investissement. Pierre a tendu la main. Non pas vers Julien. Non pas vers Chloé. Mais vers le fond de la salle, vers l'ombre où j'étais relégué. Le projecteur a suivi son geste, balayant la foule, pour s'arrêter net sur moi. Moi, avec ma robe tachée de vin. Moi, la pauvre. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter ma patronne, la présidente directrice générale, Madame Manon. Le silence qui a suivi fut absolu. Pas un tintement de verre, pas un murmure. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette épaisse. Tous les visages se sont tournés vers moi. J'ai vu l'incompréhension totale sur le visage de mon père. La bouche de ma mère s'est ouverte, formant un O parfait et grotesque. Mais le plus beau, c'était Chloé et Julien. Chloé a cligné des yeux, une fois, 2 fois. Elle a regardé Pierre, puis moi, puis Pierre encore. Son cerveau refusait de traiter l'information. Manon, a-t-elle bégayé, sa voix montant dans les aigus. Quoi ? Non, c'est une blague. Manon répare des murs dans une ferme.
J'ai commencé à marcher vers l'estrade. Le faisceau de lumière me suivait. Je ne marchais plus comme la petite sœur timide. Je marchais comme la propriétaire des lieux. Les invités s'écartaient sur mon passage comme la mer Rouge devant Moïse. Je suis montée sur scène et j'ai pris le micro des mains de Pierre. J'ai regardé la salle. J'ai vu Océane, celle qui avait renversé le vin, devenir aussi pâle que la nappe. Bonsoir à tous, ai-je dit. Ma voix était calme, posée, amplifiée par les enceintes. Merci d'être venu célébrer ce soir. C'est vrai, je suis une personne discrète. Je préfère laisser mon travail parler pour moi. Mais ce soir, ma sœur m'a rappelé quelque chose d'important. J'ai tourné mon regard vers Chloé, qui était figée au pied de l'estrade. Elle m'a dit tout à l'heure que les pauvres faisaient tache sur les photos. Que je ne devrais pas être dans le cadre. Un murmure choqué a parcouru l'assemblée. Chloé a rougi violemment. C'est une leçon intéressante, ai-je continué. L'image est importante, n'est-ce pas Chloé? Mais vous savez ce qui est plus important que l'image? La réalité. Et la réalité, c'est que j'ai fondé cet empire avec mes mains nues, ces mêmes mains que vous avez moquées toute la soirée. Je me suis tournée vers Julien. Il transpirait à grosses gouttes. Il avait compris. Il savait qui j'étais maintenant. Julien, ai-je dit doucement. Tu es un chef talentueux. Mais tu as oublié une règle fondamentale de l'hospitalité, le respect. Et tu as aussi oublié qu'il y a des caméras et des oreilles partout dans mon hôtel. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai approché du micro. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Julien a résonné dans toute la salle de bal, claire et distincte. Je t'ai dit de charger 2 caisses de champagne Dom Pérignon et le foie gras dans ma voiture. La direction est trop stupide pour voir la différence. Le gasp fut collectif. C'était le son de 100 personnes réalisant simultanément la vérité. Julien a semblé rétrécir sur place. Ses invités, ses collègues, les critiques gastronomiques, tout le monde l'avait entendu. La direction n'est pas stupide, Julien, ai-je dit en rangeant mon téléphone. La direction était juste patiente. Mais la patience a des limites. J'ai regardé ma sœur, dont les yeux étaient remplis de larmes, non pas de remords, mais de panique pure. Elle voyait son rêve s'effondrer en direct. Elle voyait l'argent, le prestige, le mariage de conte de fées se dissoudre comme du sucre dans l'eau. Je suis désolée de gâcher la fête, ai-je conclu. Mais comme ma sœur l'a si bien dit, je ne voudrais pas faire tâche. Alors je vais me retirer. Et je reprends avec moi mon cadeau de mariage. Je suis descendue de l'estrade dans un silence de mort, suivi immédiatement par un brouhaha explosif. Pierre m'a emboîté le pas. Nous nous sommes dirigés vers la sortie, mais Julien a couru vers nous, nous barrant la route. Attends. Manon. Madame la présidente. Il bafouillait, pathétique. C'était sorti de son contexte. Je plaisantais avec le commis. Je n'ai rien volé, je le jure. Pierre s'est interposé, froid et professionnel. Monsieur, nous avons les images de vidéosurveillance du parking de service confirmant le chargement des marchandises dans votre véhicule personnel à 18h30. Vous êtes licencié pour faute lourde avec effet immédiat. La sécurité va vous escorter pour récupérer vos effets personnels. Si vous faites une scène, nous appellerons la police pour déposer plainte pour vol. Julien s'est effondré. Littéralement. Il est tombé à genoux, pleurant comme un enfant. Mais, ma carrière, je suis fini à Bordeaux. Vous auriez dû y penser avant de traiter ma sœur de souillon et de me voler, ai-je dit froidement. C'est alors que Chloé est arrivée, ses talons claquant sur le parquet. Elle ne regardait même pas Julien à terre. Elle me regardait moi, avec une expression de folie. Tu as tout gâché, a-t-elle hurlé, se jetant presque sur moi si Pierre ne l'avait pas bloqué. Tu es une garce jalouse. Tu as fait ça exprès. Tu voulais m'humilier parce que je suis belle et que je me marie, et que toi tu es seule. Je t'ai offert ce mariage, Chloé, ai-je crié, perdant mon calme pour la première fois. C'est moi qui ai signé le chèque de 40 000 € pour que tu puisses jouer à la princesse ce soir. C'est moi qui ai demandé à ce qu'on te traite comme une reine. Et comment tu m'as remercié? En me traitant comme une ordure parce que j'avais une tache sur ma robe. Elle s'est figée. C'est toi qui as payé? Oui.
L'hôtel n'offre rien gratuitement, Chloé. C'était moi. C'était mon cadeau. Mais devine quoi? Je le reprends. La fête est finie. Le mariage du mois prochain est annulé. Si vous voulez vous marier ici, ce sera au tarif plein, et avec un acompte de 100% dès demain matin. Elle est devenue blanche. Elle savait qu'il n'avait pas cet argent. Julien était au chômage, grillé dans la profession. Ils étaient ruinés. Mes parents sont arrivés en courant, essoufflés. Mon père était rouge de colère, mais quand il a vu mon regard, il s'est arrêté net. Il a regardé Pierre, qui se tenait respectueusement à côté de moi, puis il m'a regardé, réalisant enfin la dynamique de pouvoir. Manon, a commencé ma mère, sa voix tremblante. Tu ne peux pas faire ça à ta sœur. C'est la famille. La famille? J'ai ri, un rire sans joie. Où était la famille quand elle m'a dit de me cacher? Où était la famille quand vous m'avez laissé vivre dans une ruine pendant des années sans jamais demander si j'avais besoin d'aide? Vous avez choisi votre camp il y a longtemps. Vous avez choisi l'apparence. Eh bien, profitez-en. Vous avez une très belle photo de famille maintenant. Sans moi dessus. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai entendu Chloé éclater en sanglots, les cris de Julien, les murmures des invités. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas exclue. Je me sentais libérée. Les jours qui ont suivi ont été un chaos absolu, mais un chaos que j'ai observé de loin, depuis la tranquillité de mon domaine restauré. Mon téléphone n'a cessé de sonner. Des centaines d'appels manqués de ma mère, de mon père, de Chloé. Des messages vocaux alternant entre supplications larmoyantes et insultes furieuses. Je n'ai répondu à rien. J'ai laissé Pierre gérer les aspects légaux. Julien a essayé de contester son licenciement, mais face aux preuves accablantes, son avocat lui a conseillé de se taire pour éviter la prison. Chloé a dû annuler le mariage. Les acomptes versés aux autres prestataires ont été perdus. Le couple en or s'est retrouvé sans emploi, sans argent, et la risée de tout Bordeaux. Une semaine plus tard, j'ai entendu une voiture crisser sur le gravier de mon allée. C'était la voiture de mon père. Ils étaient venus jusqu'ici. Dans mon trou perdu. Je suis sortie sur le perron, une tasse de thé à la main. Ils sont sortis de la voiture, mon père, ma mère et Chloé. Ils avaient l'air vieillis de 10 ans. Chloé ne portait pas de maquillage, ses yeux étaient gonflés. On peut entrer? A demandé mon père, sa voix humble pour la première fois de sa vie. J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte. Je les ai conduits dans le grand salon. Ils ont regardé autour d'eux, ébahis. Ce n'était plus la ruine qu'ils connaissaient. C'était un chef-d'œuvre de design, mêlant pierre ancienne et mobilier contemporain de luxe. Des œuvres d'art ornaient les murs. La ferme valait plus que toutes leurs possessions réunies. C'est magnifique, a murmuré ma mère, touchant un vase Ming posé sur une console. Nous ne savions pas. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu sèchement. Asseyez-vous. Ils se sont assis sur le bord du canapé comme des enfants punis. Manon, a commencé Chloé, sa voix cassée. Je suis désolée. Je ne savais pas que c'était toi. Si j'avais su. Si tu avais su que j'étais riche, tu m'aurais traité avec respect? Je l'ai coupé. C'est ça ton excuse? Tu ne regrettes pas d'avoir été méchante, Chloé. Tu regrettes d'avoir été méchante avec la mauvaise personne. Tu regrettes d'avoir perdu ton carnet de chèques. Elle a baissé la tête, les larmes coulant sur ses joues. Nous sommes tes parents, a intervenu mon père. Nous avons fait des erreurs, c'est vrai. Mais tu es notre fille. Tu as réussi, et nous sommes fiers de toi. Mais là, tu détruis ta sœur. Julien ne retrouve pas de travail. Ils vont devoir rendre leur appartement. Tu ne peux pas les laisser à la rue alors que tu vis dans un château. C'était incroyable. Même maintenant, après tout ce qui s'était passé, ils me demandaient encore de payer pour elle. Ils utilisaient ma réussite non pas pour me féliciter, mais pour me culpabiliser. Je ne détruis personne, ai-je dit calmement. Julien s'est détruit tout seul en volant. Chloé s'est détruite en étant cruelle. Ce sont les conséquences de leurs actes. Je ne suis pas une banque. Et je ne suis pas votre filet de sécurité.
Mais nous sommes une famille, a pleuré ma mère. Non, ai-je dit en me levant. Grand-mère Margot était ma famille. Pierre est ma famille. Vous? Vous êtes des gens qui partagent mon ADN mais qui ne m'ont jamais vu. Vous ne m'avez jamais aimé pour moi. Vous aimiez l'idée de Chloé la réussite et Manon l'échec. Maintenant que les rôles sont inversés, vous ne savez plus comment agir. Je suis allée vers la porte et je l'ai ouverte. Sortez. Je ne vous déshérite pas de mon affection, car il n'y en a plus. Mais ne revenez pas ici pour demander de l'argent. Si vous voulez me voir, appelez-moi pour prendre des nouvelles de moi, pas de mon compte en banque. Et Chloé, bonne chance pour ta recherche d'emploi. J'ai entendu dire que le relais routier où je travaillais il y a 10 ans cherche une plongeuse. C'est un travail honnête. Ça te fera du bien. Ils sont partis sans un mot de plus. En les regardant s'éloigner, je n'ai ressenti aucun regret. Juste un immense soulagement. La plaie était enfin cautérisée. 3 mois ont passé depuis ce jour fatidique. Les choses ont beaucoup changé. Julien et Chloé se sont séparés. Sans l'argent et le prestige, leur amour n'a pas survécu 2 semaines. Julien est parti travailler dans le nord de la France, dans une cantine scolaire, le seul endroit qui a bien voulu de lui sans référence. Chloé est retournée vivre chez nos parents. J'ai entendu dire qu'elle a commencé une formation de secrétaire. C'est moins glamour que l'événementiel de luxe, mais c'est réel. Quant à moi, je continue de bâtir. Groupe aime bien d'acquérir un vignoble en Italie. Je suis toujours célibataire, mais je ne suis plus seule. J'ai une équipe formidable, des amis sincères qui ne connaissent pas le montant de mon compte en banque et une vie remplie de passion. L'autre jour, j'ai reçu une lettre de ma mère. Pas d'appel, juste une lettre. Elle disait qu'elle était désolée. Pas de demande d'argent, juste des excuses. Je ne sais pas si je pourrai leur pardonner un jour totalement, mais c'est un début. J'ai rangé la lettre dans un tiroir. Le pardon se mérite et il prend du temps. J'ai tout mon temps. J'ai appris une leçon précieuse à travers tout cela, une leçon que je veux partager avec vous. La vraie richesse ne se crie pas, elle se chuchote. Et la vraie classe ne s'achète pas avec une robe de marque ou une montre de luxe. Elle se trouve dans la façon dont vous traitez ceux qui ne peuvent rien faire pour vous. Ma sœur pensait que les pauvres faisaient tache sur les photos. Elle avait tort. Ce sont les cœurs pauvres, vides d'empathie et remplis d'arrogance, qui gâchent la beauté de la vie. Aujourd'hui, mes photos sont peut-être moins glamour que celles des magazines, mais elles sont remplies de sourires sincères, de mains terreuses qui ont travaillé dur, et de la fierté d'avoir réussi sans jamais écraser personne. Et pour moi, c'est la plus belle image qui soit. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous avez déjà vécu une situation où l'on vous a sous-estimé, ou si vous avez dû faire face à une famille toxique, j'aimerais vraiment lire votre expérience. Comment avez-vous géré la situation? Avez-vous eu votre moment de révélation? Laissez un j'aime si vous pensez que j'ai bien fait de virer Julien, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de justice et de karma. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas à votre place dans le cadre.